Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, maintenant au-delà de la marque de 2 ans et demi, la vérité sur les pertes stupéfiantes de la Russie devient impossible à ignorer. Malgré le silence du Kremlin, les tombes qui s'accumulent en Russie racontent une histoire glaçante. Rien qu'en 2023, la Russie a dépensé 2 500 000 $ pour agrandir les cimetières, un signe grotesque du véritable coût humain de la guerre. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le double de ce qui a été dépensé en 2022 et 6 fois le montant en 2020. Mais la véritable horreur est ce qui reste à venir. Au rythme actuel des décès, les experts prévoient que les pertes de troupes russes atteindront 1 million d'ici 2025. Pensez-y. 1 million de soldats disparus. La dernière fois qu'une nation a subi une telle dévastation remonte à la Seconde Guerre mondiale, un cataclysme qui a remodelé le monde. Maintenant, la Russie se précipite vers ce sombre jalon dans une guerre que Poutine refuse d'arrêter, entraînant son pays de plus en plus profondément dans l'abîme jour après jour. Alors comment en est-on arrivé là ? Comment l'une des forces militaires les plus redoutées du monde s'est-elle transformée en une machine qui consomme ses propres soldats plus rapidement qu'elle ne peut les remplacer ? Combien de temps la Russie peut-elle continuer d'envoyer des hommes au front avant un effondrement total ? Lorsque vous menez une guerre futile avec une intensité brutale et une persistance imprudente, le massacre incessant de soldats et de civils devient une réalité inévitable. Voici comment le président russe Vladimir Poutine a conduit son pays et son peuple vers ce jalon dévastateur, rappelant les années les plus sombres de l'histoire. Au 28 août 2024, la Russie a précisément perdu 618 960 soldats en Ukraine, selon l'état-major des forces armées ukrainiennes. Ce chiffre inclut à la fois les décès et les soldats, qui ont été si gravement blessés sur le champ de bataille qu'ils ne sont plus en mesure de servir. Selon The Economist, pour chaque soldat russe tué au combat, il y a environ 3 à 4 blessés. Un document fuité du ministère de la Défense des États-Unis prévoit un nombre de pertes encore plus important. Selon ce document, entre 462 000 et 728 000 soldats russes ont été tués, blessés ou capturés en Ukraine depuis le début de l'invasion le 24 février 2022. C'est nettement plus de troupes que Poutine n'en avait initialement préparé pour l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, avec 190 000 soldats qui ont pénétré sur le territoire ukrainien, ce jour fatidique de février. Ces chiffres stupéfiants rendant une chose abondamment claire. Les soldats ukrainiens font payer l'envahisseur très cher pour chaque pouce de terrain gagné, même s'ils paient eux aussi un prix assez élevé dans le processus. Néanmoins, que ce soit 600 000 ou 728 000, ce chiffre reste inférieur de quelques centaines de milliers aux millions de soldats. Alors, comment exactement la perte projetée de troupes russes pourrait-elle atteindre ce chiffre stupéfiant en une période relativement courte ? De simples calculs suffisent pour répondre à cette question. Utilisons ces chiffres présentés par l'état-major des forces armées de l'Ukraine, car il publie des rapports quotidiens sur la situation à la ligne de front ukrainienne. D'après ces rapports, nous examinerons les pertes de troupes russes en une semaine en Ukraine. Le dernier rapport disponible avant la rédaction était le 28 août. À cette date, l'état-major des forces armées ukrainiennes a estimé le total des pertes de troupes à 611 190 soldats. Revenons au 21 août, pour examiner la trajectoire des pertes de troupes russes en une seule semaine. Le 21 août, le rapport publié par l'état-major des forces armées ukrainiennes indiquait que la Russie avait perdu 603 010 troupes depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Le rapport suivant, publié le 22 août, portait le nombre total de soldats perdus à 604 140. Cela signifie qu'en une seule journée, la Russie a perdu 1130 de ses troupes. Ce chiffre a légèrement augmenté le jour suivant, car le rapport du 23 août indiquait une perte totale de 605 330 troupes. C'est encore 1190 soldats perdus en une journée. Le lendemain, les pertes étaient en similaire, avec 1160 victimes en une journée. Avec ce nombre, la Russie a perdu un total de 606 490 troupes. Du 25e au 27 août, le nombre total de soldats perdus a augmenté de 2420. Cela signifie que le chiffre de 610 100 soldats perdus a été rapporté le 27 août. Le 27 août, la veille de l'écriture du scénario de cette vidéo, la Russie a perdu 1090 soldats supplémentaires, portant le total à 611 190, un chiffre mentionné à plusieurs reprises. Donc au total, c'est 8180 soldats perdus en une seule semaine, soit une moyenne de 1168 troupes par jour. Maintenant,
Disons que ce taux de perte continue sans interruption. Avec une moyenne de 1168 troupes perdues par jour, le chiffre stupéfiant d'1 million de victimes serait atteint en 332 jours, le 26 juillet 2025. Selon les chiffres du département de la défense des États-Unis, et en maintenant le même taux de perte, la Russie pourrait perdre 1 million de soldats sur le champ de bataille en seulement 232 jours. Cela nous donne le sombre jalon du 17 avril 2025. C'est à peu près en accord avec les prédictions de divers experts, y compris Michael Clarke, un universitaire britannique spécialisé dans les études de défense. Dans une interview avec Times Radio, le professeur Clarke a affirmé que les pertes de troupes russes pourraient atteindre 1 million d'ici fin 2024, étant donné le peu d'importance que Poutine accorde au coût humain de sa dévastatrice campagne militaire. Le nouveau chef d'état-major de l'armée britannique, le général Sir Roland Walker, a présenté des prévisions encore plus pessimistes pour les troupes russes. Le général Walker pense que Poutine sacrifiera entre 1 500 000 et 1 800 000 personnes au total pour atteindre ses objectifs militaires en Ukraine, qui sont la prise des 4 principales régions, ou oblasts, Donetsk, Kherson, Lugansk et Zaporizhia. Ces mots exacts étaient « au rythme actuel des pertes en morts et blessés ». Cela place probablement la Russie bien au-delà d'1 500 000 victimes pour prendre les 4 oblasts en Ukraine, avec des milliards de matériel perdus. Il a également souligné l'absurdité d'un tel coût humain, colossal, pour un objectif stratégique qui semble de plus en plus inatteignable et irrationnel. Selon le général Walker, avec l'évolution du monde, la Russie a sûrement plus de soucis que de perdre entre 1,5 et 1,8 million de personnes pour une partie de l'Ukraine. Malheureusement, pour le moment, cela ne semble pas être le cas. En fait, il semble que la Russie ne soit pas particulièrement préoccupée par la perte de toutes ses troupes non plus, bien que pour être juste, les chiffres provenant du Kremlin racontent une toute autre histoire. La seule fois où le Kremlin a publiquement reconnu ses pertes de troupes, c'était au début de 2023, et le chiffre rapporté était presque insultant par son inexactitude. À l'époque, le Kremlin prétendait qu'un simple 6000 soldats russes avaient été tués en Ukraine, un chiffre qui contrastait fortement avec les estimations indépendantes, suggérant des chiffres des dizaines de milliers plus élevés. Le décalage entre les chiffres officiels du Kremlin et les pertes réelles sur le champ de bataille ne fait qu'approfondir le sentiment de tragédie, car la véritable ampleur de la souffrance humaine reste cachée derrière la propagande et la désinformation. Heureusement, certains médias indépendants russes ont pris de grands risques pour rapporter des chiffres plus précis. Dès l'annonce du chiffre honteux de 6000, Mika Golubovsky, rédacteur de Mediazona, maintenant interdit, l'a aussitôt contesté. Travaillant étroitement avec British Broadcasting Corporation Russia, et se basant sur de nouvelles tombes dans les cimetières russes et des informations en open source provenant de rapports officiels, de journaux et de médias sociaux, Mediazona a rapporté que plus de 50 000 soldats russes étaient morts en Ukraine. C'est 8 fois plus que ce que le Kremlin avait prétendu. Malgré le danger inhérent à contester le récit officiel en Russie, Golubovsky et d'autres journalistes ont continué leur reportage courageux. Le 5 juillet 2024, Mediazona et un autre média indépendant, Meduza, ont publié qu'environ 120 000 soldats russes étaient morts depuis le début de l'invasion. C'est à peu près conforme aux chiffres que l'état-major des forces armées de l'Ukraine a rapporté à l'époque. Un rapport du 5e juillet du personnel a établi le chiffre total de soldats tués et blessés à 548 580. En utilisant le ratio de morts à blessés, proposé par The Economist, entre 1 pour 3 et 1 pour 4, cela suggère qu'entre 109 716 et 137 145 troupes russes ont été tuées au combat grâce à une erreur de décembre 2023. On peut supposer en toute sécurité que Poutine est bien conscient de l'ampleur réelle des pertes de troupes russes. Mais il s'en fiche simplement. Comme le dit Yevgenia Chirikova, une militante environnementale russe exilée, le nombre croissant de tués et de mutilés des deux côtés ne dérange pas du tout Poutine. Tant qu'une réplique sévère ne sera pas donnée aux troupes russes en Ukraine, rien ne changera. Mais si Poutine est si indifférent à cet effarant bilan humain, pourquoi ne pas simplement le rapporter fidèlement ? Pourquoi ne pas l'utiliser pour rassembler la nation autour d'un récit de sacrifice et de patriotisme, peignant la guerre comme une lutte héroïque pour la survie de la Russie ? Ce type de manipulation aurait été possible il y a quelques dizaines de milliers de soldats morts. Rapporter les chiffres réels ne peut que se retourner contre eux, révélant l'ampleur du désastre que le régime de Poutine a tant essayé de cacher. Mais attendez une minute, les Russes ne devraient-ils pas être bien conscients que leurs amis, membres de la famille et voisins tombent comme des mouches en Ukraine ? Ils le sont,
mais ce sont des personnes en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux plus grandes villes de Russie. Poutine a été prudent pour ne pas conscrire des personnes des grandes villes. Pourquoi ? Ainsi, il protège l'élite urbaine des impacts directs de la guerre, évitant un potentiel retour de bâton de ceux pouvant contester ses décisions. Le fait de ne pas recruter à Moscou ou Saint-Pétersbourg a incité de nombreux Russes fortunés à y retourner après les avoir fuis pour éviter la conscription, compensant les dommages économiques des sanctions occidentales. Si ce ne sont pas les moscovites qui meurent sur le champ de bataille ukrainien, qui est-ce alors ? Qui constitue la majorité des centaines de milliers de pertes en troupes russes ? Pour faire simple, ce sont des troupes dont le Kremlin se moque. Des soldats sous contrat, étrangers, condamnés et réservistes. Ils remplissent les rangs et subissent le plus de pertes. Les soldats sous contrat, ou kontraktniki, en Russie, reçoivent peu de sympathie du public et du Kremlin. Après tout, ils ont choisi de s'engager et sont bien payés pour leur service. Comme le dit Sergueï Krivenko, un militant des droits de l'homme de Moscou, les gens ordinaires ne les plaignent pas particulièrement. Et les mesures du Kremlin suggèrent que Poutine non plus. En mai 2022, la limite d'âge de 40 ans pour les soldats sous contrat a été abolie, permettant aux candidats jusqu'à 65 ans de s'engager. Vous vous demandez peut-être pourquoi une personne dans la soixantaine irait volontairement dans une zone de conflit. La réponse se trouve dans la situation économique désespérée de nombreux Russes. Pour certains, un emploi contractuel bien payé dans l'armée devient un secours en période de difficultés financières. L'élargissement de l'éligibilité reflète un calcul sombre. Lorsque le coût de la guerre devient insoutenable, le Kremlin est prêt à puiser dans des démographies de plus en plus désespérées ou moins privilégiées, privilégiant les besoins militaires immédiats sur les coûts humains à long terme. Pour rendre possible un calcul brutal, le Kremlin a proposé un salaire mensuel d'au moins 2300 $. Pour mettre ce chiffre en perspective, vous devez connaître deux faits. 1. Le salaire d'un soldat contractuel avant la guerre en Ukraine était d'environ 360 $. Et 2. Le revenu moyen national en Russie est d'environ 900 $ par mois. Et c'est dans des régions qui sont mieux loties. Dans les zones plus démunies, c'est la moitié, 450 $. Ajoutez à cela la prime de recrutement unique d'au moins 2200 $ et les indemnités élevées en cas d'invalidité, 33 000 $, et de décès, 55 000 $. Et il devient clair pourquoi l'offre du Kremlin est si tentante pour ceux qui sont désespérément en difficulté financière. C'est aussi pourquoi le Kremlin augmente constamment les chiffres cibles pour les kontraktniki. En mars 2020, la Russie comptait environ 405 000 de ses soldats. On s'attendait à ce que ce chiffre atteigne un demi-million d'ici à 2027. Mais la Russie a ensuite lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, de sorte que les chiffres cibles ont considérablement augmenté, tandis que le délai pour les atteindre s'est considérablement raccourci. En décembre 2022, il a été annoncé que 695 000 soldats, sous contrat, serviraient dans les forces armées russes d'ici à 2026. Un an plus tard, en décembre 2023, le nombre a été porté à 745 000 troupes d'ici à 2027. Malgré les incitations, il est aisé de comprendre pourquoi ces chiffres seront difficilement atteints sans une contrainte importante. C'est pourquoi le Kremlin a eu recours à une autre tactique honteuse, en contraignant des individus qui n'auraient peut-être jamais fait volontairement le service. De ce point de vue, la guerre en Ukraine s'apparente aux guerres tchétchènes, menées principalement par des conscrits forcés. Comme le dit Krivenko, ces soldats ont été envoyés à l'abattoir, ce qui a causé des tensions et des réactions en société, jusqu'à créer des mouvements sociaux. Cependant, il est improbable que les élites de Moscou lancent un mouvement social pour la majorité des conscrits. Pourquoi ? Parce que ces derniers sont principalement composés d'étrangers et de condamnés. Selon plusieurs médias, les étrangers ont été forcés de s'engager dans l'armée russe de 3 façons différentes. Premièrement, ils ont été trompés sur la nature de leur futur emploi. Deuxièmement, on leur a promis la citoyenneté russe après seulement 1 an de service. Troisièmement, reconnus coupables d'avoir enfreint la loi russe, ils ont eu le choix entre la prison et servir dans la guerre. La première façon honteuse est comment un jeune de 21 ans du Sri Lanka s'est retrouvé sur le champ de bataille ukrainien. Il a intégré l'armée russe pour la deuxième raison, obtenant la citoyenneté russe, et on lui a assuré qu'il n'aurait qu'un rôle non combattant. Au lieu de cela, il a été envoyé en première ligne, éloigné du rôle sûr et de soutien promis. C'est ainsi qu'il a fini blessé et capturé en Ukraine. C'est pourquoi il a également décidé de partager son histoire avec DW, un diffuseur public allemand sous l'œil vigilant du personnel militaire ukrainien. Quand il a été déployé pour la première fois près de Donetsk, ville ukrainienne occupée par les Russes, il a exprimé à son commandant son souhait de rentrer au Sri Lanka.
On lui a cependant dit que selon le contrat signé, cela pourrait lui valoir 15 ans de prison. Il est donc resté sur place, avec des dizaines d'autres citoyens d'Inde, du Kirghizistan, du Népal et du Tadjikistan, tous également piégés et trahis par les promesses trompeuses de l'armée russe. En plus des fausses promesses, le Kremlin a prouvé qu'il n'hésitait pas à changer les règles du jeu à sa guise. Avant la guerre, les recrues militaires étrangères devaient en servir 5 ans dans l'armée pour obtenir la citoyenneté russe. Une fois que les soldats russes ont commencé à mourir en masse, cette période a été réduite à seulement 1 an de service. Mais voici le hic. Ils obtiendront la citoyenneté après 1 an. Cependant, ils devront toujours continuer à servir, car Poutine a stipulé que les contrats de tous les contrachniki resteront valides jusqu'à la fin de son soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. Pendant cette période, aucun contrat ne peut être annulé, et tous ceux sur le point d'expirer doivent être renouvelés. Autrement dit, les combattants étrangers ne peuvent alors pas repartir à zéro dans un nouveau pays, ils meurent en tant que Russes. Les condamnés russes ont vécu quelque chose de similaire. Au départ, le Kremlin recrutait des condamnés en leur promettant une grâce après 6 mois de service, même s'ils avaient été condamnés pour les crimes les plus violents. Toutefois, avec la prolongation de la guerre et l'augmentation des pertes, les règles ont évolué. La seule issue pour ces condamnés était de servir jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine pour obtenir une réhabilitation. De plus, pour beaucoup d'entre eux, une grâce totale était hors de question. Seule une réduction de leur peine ou une autre forme de clémence était proposée. Certains pourraient considérer cela comme juste, car les auteurs de crimes odieux ne devraient pas pouvoir échapper si facilement à leur passé. Toutefois, le destin de ces personnes doit être examiné dans un contexte plus vaste. Leur cas illustre la facilité avec laquelle le Kremlin exploite son pouvoir sur les personnes en situation désespérée. Ces recrues de prison n'ont pas seulement été poussées dans un conflit périlleux sous de fausses assurances, mais elles ont été pratiquement utilisées comme chair à canin dans une guerre qui ne leur offre aucune chance réelle de survie ou de rédemption. Depuis que Poutine a ordonné au défunt Yevgeny Prigojine de commencer à recruter des prisonniers en juin 2022, ces détenus devenus soldats sont devenus la chair à canon préférée du Kremlin. Selon la British Broadcasting Corporation, les détenus recrutés par Prigojine ont survécu en Ukraine pendant une moyenne de 3 mois. Les recrues du ministère russe de la Défense, après la rupture avec Prigojine, n'ont vécu en moyenne que 2 mois. Bien que plusieurs conclusions puissent être tirées de la différence entre les deux chiffres, la seule qui compte est que le ministère et le groupe Wagner, précédemment dirigés par Prigojine, ont traité les condamnés comme rien de plus qu'une force jetable à envoyer au combat. Selon un soldat non membre des pelotons d'assaut composés de condamnés, ces combattants ne sont que de la chair à canon. Cela nous amène à un autre point crucial. Comment meurent ces dizaines de milliers de soldats en Ukraine ? À présent, la première cause de décès des troupes russes en Ukraine est probablement évidente. La tristement célèbre tactique militaire du hachoir à viande. Et si ce nom n'est pas assez explicite pour vous, peignons une image plus claire. Le hachoir à viande fait référence à l'approche brutale et d'attrition, où des vagues de soldats sont envoyés dans des zones âprement disputées, souvent sous un feu d'artillerie incessant et un combat rapproché. Cette stratégie est conçue pour épuiser l'ennemi par le simple nombre et révéler ses positions de tir, mais elle a un coût horrifique. Après avoir appliqué cette stratégie pendant la 2e année de la guerre en Ukraine, le nombre de morts russes a augmenté d'environ 25%. Néanmoins, la Russie a aussi obtenu d'importantes victoires à Avdiivka et Bakhmut, dans l'est ukrainien. Tout en aidant les forces armées russes à capturer Bakhmut au printemps 2023, le groupe Wagner a perdu 22 000 de ses soldats à cause de cette tactique impitoyable. Et c'est là que réside le problème. L'apparence de succès n'a fait qu'ajouter plus de corps dans le hachoir à viande. Le pire, le Kremlin est tellement aveuglé par ses succès éphémères qu'il continue de perpétuer cette tactique dévastatrice à Kharkiv, même si elle s'est déjà avérée infructueuse dans la région. La tactique du hachoir à viande a aussi échoué lors de la bataille de Volodar, qui continue dans la région de Donetsk, en Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ces assauts frontaux humains inefficaces ont échoué dans la ville en raison du terrain difficile, d'un manque de puissance de combat et de l'échec à surprendre les forces ukrainiennes. De cette citation seule, 2 autres éléments qui ont semé la mort parmi les troupes russes deviennent apparents, le manque de puissance de combat et les puissantes forces ukrainiennes. En ce qui concerne le premier élément, il y a eu de nombreux rapports indiquant que les troupes russes sont envoyées au front avec une formation et un équipement insuffisants, et c'est le moins qu'on puisse dire. Selon la British Broadcasting Corporation, des prisonniers recrutés pour la guerre en Ukraine ont dû implorer leurs proches de leur acheter des uniformes et des bottes convenables. Si l'armée russe est incapable de fournir un équipement de base à ses troupes,
Il n'est pas étonnant qu'ils aient soient mal équipés en armes et munitions. Selon Vladimir Grubnik, un partisan de la guerre russe et blogueur, de nombreux soldats ont été envoyés au front avec des fusils inadaptés aux conflits modernes. D'autres ont reçu des fusils cassés, irréparables et non remplaçables. Ajoutez à cela le manque d'un équipement adéquat et de fournitures médicales, et vous comprendrez le choc dans les mots de Grubnik. Ce que devrait faire un fantassin sur le front sans trousse de secours, pelle pour creuser une tranchée, et avec un fusil cassé, reste un grand mystère. Vous vous souvenez peut-être de la célèbre citation « Les guerres peuvent être menées avec des armes, mais ce sont les hommes qui les gagnent. » Juste maintenant, laissez-nous vous arrêter là. Les soldats russes, combattant en Ukraine, ne méritent guère ce titre. Seuls 15 jours de formation militaire au mieux différencient ces individus des gens ordinaires. Il n'y a plus de soldats professionnels hautement qualifiés se battant pour leur pays. Non, ils sont déjà morts. Désormais, seuls des individus mal formés sont recrutés dans le seul but d'envoyer rapidement un maximum de soldats au front. Et que va-t-il advenir des soldats au front? Ce n'est pas le souci de Poutine. Sa seule préoccupation est d'utiliser les chiffres pour vanter la puissance de la Russie, mais le monde voit clair dans cette propagande. Dans une déclaration du 12 juillet 2024, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a qualifié cette approche d'inefficace. La déclaration a dit « Bien que cette nouvelle approche ait augmenté la pression sur les lignes de front, une défense ukrainienne efficace et un manque de formation russe réduisent la capacité de la Russie à exploiter tout succès tactique malgré les tentatives d'étendre la ligne de front plus loin. » Une fois de plus, la défense efficace de l'Ukraine a été l'élément clé ayant entraîné de lourdes pertes pour les soldats russes. Depuis que Kiev n'est pas tombé rapidement comme prévu, une chose est devenue très claire. Les Ukrainiens ne se laissent pas abattre sans se battre, et laissez-nous vous dire, ils pourraient sacrifier beaucoup, mais ils emportent aussi de nombreux soldats russes avec eux. Telegram, la plateforme de messagerie prédominante en Russie, est souvent inondée de récits désespérés des Russes, survivants, sur la façon dont leurs unités sont terrorisées par les drones ukrainiens, les mitrailleuses et l'artillerie. Cependant, le Kremlin est connu pour s'adapter et surmonter, et récemment, il a eu une nouvelle idée de comment localiser et neutraliser les forces ukrainiennes en les bombardant de feu. Et sans surprise, cette approche implique de sacrifier davantage de soldats. Mais cette fois, il ne s'agit pas de vagues de soldats envoyés pour submerger une position précise. Cette fois, de petits détachements de troupes descendent de leurs véhicules et avancent à pied vers la position de tir ukrainienne. Non, ce n'est pas une approche façon mission impossible, où précision et discrétion sont requises. Au lieu de cela, ces soldats sont poussés sans relâche, pour être essentiellement sacrifiés, dans le but de localiser les positions de tir ukrainiennes et de les frapper avec de l'artillerie. La Russie a une population plus importante que l'Ukraine, mais elle ne peut pas poursuivre cette stratégie atroce sans fin. La perte de vie stupéfiante et le besoin constant de nouvelles recrues prennent un péage, révélant les limites d'une stratégie basée sur le sacrifice et la brutalité. Pour l'instant, le Kremlin alimente sans effort le hachoir à viande avec de la viande fraîche régulièrement, recrutant jusqu'à 30 000 nouveaux soldats par mois. Mais bientôt, le vivier de recrues disponibles diminuera, et la réalité brutale du conflit s'abattra, laissant le Kremlin aux prises avec les conséquences de ses tactiques impitoyables et mortelles. Poutine semble bien conscient de ce fait, c'est pourquoi les forces armées russes poussent assez fort pour faire de réels progrès avant de manquer de temps. Mais le manque de troupes n'est pas la seule chose qui les retient. Les forces armées russes ont également essayé d'exercer une pression partout en même temps, lors de leur offensive estivale, ce qui les a amenés à étirer leurs ressources, et à ne réaliser aucun gain durable. Dans 1 ou 2 mois, le temps compliquera davantage leurs efforts. Une fois que les fortes pluies commencent et que le sol devient humide, le terrain boueux deviendra dangereux pour l'infanterie et les véhicules. Cela entravera non seulement le mouvement, mais rendra également difficile l'exécution de toute opération de combat efficace, ce avec quoi les Russes ont du mal à faire, même sans la pluie. Bien sûr, la Russie atteint progressivement un plateau dans sa production d'armes, laissant l'armée avec moins de ressources pour remplacer les munitions et l'équipement détruit. La guerre en Ukraine, les sanctions et les problèmes de production affectent l'autonomie de la machine de guerre du Kremlin par rapport au passé. Les lignes de front consomment pratiquement les stocks militaires plus rapidement qu'ils ne peuvent être reconstitués, forçant la Russie à dépendre dangereusement d'armements obsolètes de l'époque soviétique et de chaînes d'approvisionnement étrangères, fragiles en provenance de Chine, de Corée du Nord et d'Iran. En d'autres termes, la Russie ne manque pas seulement de soldats, elle manque de tout. Peu importe combien d'hommes Poutine jette dans le feu, la guerre saigne le pays à blanc. Toutefois,
Les pertes de troupes demeurent indéniablement la réalité la plus tragique et atroce. Chaque nouvelle recrue est envoyée au front avec moins de formation, moins de fournitures et un espoir qui s'amenuise. La machine de guerre russe, jadis crainte, dévore maintenant ses soldats plus vite qu'elle ne peut les remplacer. Ces soldats sont engloutis tout entiers par une guerre qui semble sans fin, ne perdant pas seulement des batailles. Et la partie la plus terrifiante, alors que de plus en plus de vies sont sacrifiées, approchant le cap du million, le Kremlin continue d'avancer, fermant les yeux sur la dévastation et ne laissant derrière lui qu'un no man's land d'hommes brisés et de familles déchirées. Mais quelle est votre position sur ces soldats ? Les considérez-vous comme des victimes d'un régime cruel ou de simples outils de guerre, complices de leur propre anéantissement ? Et quand voyez-vous le cap du million de troupes être franchi à la fin de 2024 ou quelque part en 2025 ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir le bilan choquant des morts de la guerre en Ukraine, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.